Bienvenue à tous dans la saison 3 d'Envergure. C'est parti, on lance le podcast quasi simultanément avec les premiers matchs NCAA de la saison qui seront dans la nuit de mardi à mercredi. Pour les plus tôt, ils commenceront même dès le début de soirée. Romain et Nico sont là pour le début de cette saison 3. Bonjour, bonsoir messieurs. Salut les gars. J'ai tendance à préférer bonsoir. Bon, c'est vrai que c'est plus sympa à dire. Plus fun. Faut penser au rythme circadien, c'est important. Et notre invité pour l'ouverture de cette saison universitaire, eh bien, c'est une première pour lui et on le remercie beaucoup d'être avec nous. Angelo Tsagarakis, merci d'être avec qui vibre. Il y a le téléphone qui vibre et c'est pas le mien. C'est le buzzer pour annoncer ton entrée, Angelo. Exactement, le timing était magnifique et merci déjà de m'avoir sollicité. C'est un vrai plaisir de me joindre à vous ce soir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu as quand même pas mal écumé les parquets français, Pro A et Pro B, mais aussi, et c'est pour ça qu'on t'a invité également, du côté des États-Unis, 3 années plus une de redshirt à Oregon State, une année à California State, où tu es co-détenteur du nombre de 3 points marqués sur une saison, quand même. La gâchette. Angelo Tsagarakis, invité donc. Dans la deuxième partie de ce podcast, on aura Ben, Alan et Manu pour parler des gros freshmen, des prospects à suivre cette année. Soyez les bienvenus. Voilà, nous sommes dans un podcast de la Galaxy Postardunk. On s'appelle Envergure. C'est l'épisode 1 de la saison 3. Eh bien, c'est parti. Donc première partie, on va parler du championnat universitaire d'abord. En général, poser les bases de cette saison. Zion est parti, Virginia est champion en titre, on le rappelle. Kyle Guy, Never Again, ils ont gagné, c'était formidable. Puis tu continues évidemment à suivre le championnat universitaire depuis là où tu es, mais qui sont tes favoris pour cette année? En tout cas, qui sont les équipes que tu vas observer de près? Alors, vous savez très bien, vous commencez à être expert, je l'imagine, que pour définir en début de saison l'équipe qui va pouvoir remporter le championnat universitaire américain, c'est quand même particulièrement compliqué. Alors après, il y a forcément des candidats légitimes qu'on retrouvera dans le dernier carré. C'est ça. Généralement, il y a une dizaine de candidats. Voilà. Si on cite une dizaine d'équipes, on peut ne pas se tromper, normalement. Exactement. Si on donne une fourchette assez élargie, normalement, dans cette fourchette-là, ressortira du chapeau le vainqueur à la fin de l'année. Mais donc, moi, au-delà de donner un favori pour la saison, il y a quand même quelques équipes qui m'intriguent particulièrement et que je vais suivre cette année pour des raisons multiples et très différentes les unes des autres. Alors vas-y. Alors, premièrement, Oregon State, de par l'affectif, c'est l'historique. J'y ai passé 4 ans. Et donc, automatiquement, c'est toujours un peu particulier. J'espère chaque année qu'ils vont faire de belles choses. Je finis généralement l'année déçu et un petit peu frustré, mais voilà, on soutient toujours son alma mater. Et donc, Oregon State est l'équipe numéro 1 que je suis, quoi qu'il arrive chaque année, peu importe l'effectif ou la qualité du programme. Ouais. Mais cette année, je vais vraiment faire attention à Michigan, les Wolverines de Michigan. Et tout ça parce qu'il y a Juwan Howard qui maintenant vient d'être nommé head coach. Et quand on connaît l'histoire des Fab Five, quand on connaît toute la culture qui a suivi cette épopée et après leur nom qui a été sali pendant longtemps et de voir Juwan Howard revenir, de redorer le blason du Fab Five et de un peu boucler la boucle en sachant qu'il y a Chris Webber et Jalen Rose qui soutiennent derrière. Ça rassemble les Fab Five qui pour certains d'entre eux ne se sont pas parlé depuis longtemps. Donc, c'est aussi un peu affectif. J'ai vraiment envie de voir Juwan Howard réussir. Je pense qu'il va instaurer une culture de la gagne de nouveau et redorer le blason du programme. Et je vais vraiment être très attentif à tout ça, surtout qu'on sait que Michigan est dans une conférence particulièrement relevée. La Big Ten. La Big Ten qui est, je pense, légitimement la 3e meilleure conférence de tous les États-Unis. La première, c'est la SEC avec Kentucky, Florida, LSU, Tennessee. Après, on va mettre
en deux très rapides, juste derrière la ACC avec North Carolina, Duke, Louisville. Et donc la Big Ten, c'est juste derrière, en sachant que ils s'entretuent tous entre eux, hein, de toute manière, hein. Ces conférences sont tellement proches les unes des autres. Le top 6 des conférences aux États-Unis, de toute manière, est prédéfini chaque année, et c'est simplement qu'il y a un peu un jeu des chaises interchangeables selon les classes de recrutement et les mecs qui sont partis à la draft ou qui reviennent une année supplémentaire. C'est ça. Donc, Michigan, alors pour ceux qui sont novices dans l'actualité du championnat universitaire, on vous invite évidemment à vous renseigner. Il y a de très beaux documentaires qui existent, plein d'articles aussi sur cette histoire du Fab Five, donc du début des années 90, dont Juwan Howard faisait partie, l'ancien joueur NBA, et qui revient aujourd'hui pour prendre les rênes de l'équipe. Et puisqu'on parle de Michigan, on salue évidemment notre photographe Yann, et il est français et il nous envoie des super photos, donc on le salue. Et puis je voulais aussi dire que j'allais suivre attentivement Memphis. Et Penny Hardaway. Voilà, exactement. Penny Hardaway qui a laissé éclater toute sa magie, puisque s'il y a bien quelqu'un que j'ai envie de voir réussir, c'est lui. Mais le coup de recrutement qu'il a fait cette année est particulièrement remarquable, parce que c'est quand même très fort de pouvoir voler à la barbe de Duke une des plus belles recrues, je pense, de l'année, qui est le jeune combo Boogie Ellis. Il a aussi ramené 2 recrues 5 étoiles avec James Wiseman, et j'adore son nom, donc j'étais obligé de le mentionner. Et Precious Achiuwa, qui lui aussi a un nom assez fameux. Ils font une all-name team à eux tout seuls. C'est ça, exactement. Je pense que les parents sont franchement inspirés, hein, quand ils donnent des prénoms pour moi. Et puis, en fait, ils ont aussi recruté 4 autres joueurs du top 115. Et c'est un coup absolument énorme, en sachant que Memphis n'était pas vraiment sur le devant de la scène ces dernières années. Et donc, l'arrivée de Penny Hardaway et la culture qui s'ensuit, je pense qu'il y a carrément moyen que Memphis revienne au devant de la scène, comme à l'époque de l'ère Calipari, quoi. Avec D-Rose en particulier. Donc, Memphis, c'est une grosse recrue. Donc, bon, le titre de conférence pour eux, donc dans la AAC, hein, qui est donc, allez, on va dire, juste un ton en dessous pour moi, qui est peut-être numéro 7 dans le top 10 des conférences aux États-Unis. Mais bon, c'est kiff bourrico avec la Big East. Et je pense que c'est un candidat légitime, justement. Je mets Memphis dans les candidats légitimes pour la couronne finale cette année. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, Angelo. On va revenir vers toi pour les joueurs aussi que tu vas suivre. On parlera aussi du leader d'Oregon State qui est intéressant, un prospect intéressant, Tinkle, pardon. Mais avant ça, Nico a un décompte de minutes au-dessus de la tête, puisqu'il doit s'en aller. Et Nico, je t'ai demandé de me donner trois joueurs sophomores que tu vas suivre avec attention cette année, puisque dans la deuxième partie, on parlera des freshmen, on parlera notamment de ceux de Memphis, hein, James Wiseman, Precious Achiuwa notamment. Mais là, je t'ai demandé de me sortir 3 sophomores qui, selon toi, peuvent faire une belle saison. Et donc, belle saison voudrait dire draft potentiel à la fin. Alors, dis-moi qui sont tes 3 chouchous. Alors déjà, je suis très content. Vous m'entendez ? Non, là, je t'entends plus. Ouais. Alors, ok, désolé. Je suis de retour. Donc, je suis très content qu'Angelo soit là, parce que l'expression kiff bourrico, quand même, il fallait la placer. Donc, bravo à toi, Angelo. Et puis, ça vaut des points. Ça vaut des points. Et je suis très content de le retrouver, parce qu'on travaille ensemble au Paris-Levallois il y a un autre temps. Et donc, voilà, c'est toujours un plaisir de l'entendre. Donc, pour les freshmen, pour les sophomores, plutôt. Je vais commencer par un petit Nemias Esdras Barbosa Queta, alias Nemias Queta, le pivot portugais né en 99, 2,13 m, qui joue à Utah State.
Absolument. Dans la Mountain West Conférence. Si tu le dis, je te crois sur parole. Sur le Big Board 2020 de notre site Envergure, il est annoncé 33e. Moi, pour être honnête, puisque je l'ai découvert pendant l'Euro U20, division B, auquel il a été impressionnant de par son activité. Alors pour ceux qui le connaissent pas, il a participé à la Draft Combine l'an dernier. Ça va faire plaisir aux dames qui nous écoutent. C'est les mains les plus larges de tous les candidats à la draft. Très merci grande Antoine. main. Exactement, ouais. Et donc voilà, un joueur capable de protéger le cercle, de courir, puissant, de finir avec le contact. Alors athlétique, hein, forcément la tête au cercle. Peut jouer poste bas. Après, je pense que on a envie de le voir un peu plus jouer sur des face-up, clairement. Timing de contre remarquable, franchement, impressionnant. Grosse présence. Il sait utiliser ses épaules parce que physiquement, c'est un joueur assez longiligne, mais c'est comme si on avait posé une paire d'épaules à la LeBron sur un mec fin. Donc c'est quelque chose physiquement. Après, ce que j'ai aimé chez lui, c'est aussi sa capacité à lire les situations. Il a toujours la tête levée quand il reçoit la balle. Donc, en termes de lecture, c'est quand même très intéressant. Et puis, c'est un charieur, quoi. Il aime bien chambrer. C'est un entertainer. Il fait le show. C'est un extraverti. Et pour ceux qui le connaissent pas, je vous encourage vraiment à aller regarder les vidéos de highlights. Son registre de finition, pour l'instant, c'est vraiment près du cercle. Il va falloir s'écarter un peu. Hein. On l'attend sur du shoot mid-range, on l'attend sur des améliorations sur la défense sur pick and roll, et puis qui muscle ses jambes parce que le haut du corps a l'air bien développé et pour l'instant le bas, c'est pas encore ça. Ouais, absolument. Donc Utah State, une équipe à suivre qui ramène également plusieurs starters de l'année dernière. Donc qui pourrait très bien se frayer un chemin assez loin dans le tournoi final venu le mois de mars. Donc une équipe à suivre, notamment pour Nemias Queta. Ton deuxième choix, Nico? Mon deuxième choix, c'est Obi-Wan, donc Obadia, alias Obi Topin, qui joue à Dayton, qui valait 14 points, 6 rebonds l'an dernier. Il passe sous un tunnel, je crois. Ouais. T'as perdu. Ça a coupé, là, c'est revenu. Donc, Obi Topin. Voilà, potentiel first round. Allô. Nicolas. Voilà. L'enfant s'est réveillé. Non. Nico. On l'a perdu là, malheureusement. Ouais, désolé. J'ai une vraie galère avec ma fille, désolé. Donc, je reprends. Donc, Obadia, alias Obi Topin, qui joue à Dayton. Donc, ça vaut 14 points, 6 rebonds en Atlantic 10. Un potentiel first round. Que j'ai découvert grâce à un tweet de Jonathan Givorny l'été suite à sa participation au Nike Skills Academy. Mm-hmm. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, un gros rebondeur, comme je les aime. Undersized, comme je les aime. Il n'a pas forcément la taille ou la longueur au premier regard pour être un prospect NBA, mais c'est un vrai athlète. Il y a un petit côté Dennis Rodman, mais Dennis Rodman qui peut mettre des tirs, quoi. C'est un bon shooter et je pense qu'il a vraiment le potentiel pour se développer en stretch four. C'est pas seulement un athlète. Obi Topin, donc. Ça va faire plaisir à nos copains de Midnight on Campus qui valorisent beaucoup ces petites conférences, plus petites conférences que celles dont on a parlé tout à l'heure avec Angelo. Dernier choix, Nico. Dernier choix, Tyrese Haliburton d'Iowa State, qu'on a pu voir cet été pour le championnat du monde U19. 43% à 3 points, mais peu de volume. Donc, et puis, il n'était pas forcément dans la création pour lui-même, plus dans la création pour les autres. Dans notre big board, on l'annonce 29e. Alan en parlait récemment sur le site dans un article. Donc, sur le championnat du monde, c'était 8 points, 2 rebonds, 7 passes d'ess.
avec un petit 56% à 3 points. Le 43%, c'était bien évidemment à C'était Iowa l'année State. dernière, ouais. Voilà. Mais avec une Tout à fait. gestuelle peu académique. C'est ça. Il y a un point d'interrogation sur la capacité qu'il va avoir à tirer au même pourcentage à l'échelon supérieur. Après, il y a peu de volume dans le pourcentage, donc il faut vraiment remettre ça Bien en sûr. perspective. Et puis, à Iowa State, les gros joueurs sont partis. Maintenant, il va avoir de la place. Il va devoir montrer autre chose. Il va devoir créer pour lui-même. Il va devoir être un peu plus. Et puis, on l'attend surtout sur la ligne des lancers francs parce que c'est quelqu'un qui attire très, très peu de coups de sifflet de par son jeu. Parce que quand il est dans son registre de shooter, c'est dans l'efficacité. Quand il est dans le registre de meneur, c'est plus pour les autres. Donc là, moi, j'en attends beaucoup cette année, voir s'il est capable de passer l'échelon supérieur. Ouais, c'est ça, puisque Talen Horton-Tucker est parti, Lindell Wigginton n'est plus là, et il me manque leur troisième larron, qui était l'ancien de Virginia, qui est également parti. Et donc, il va se retrouver leader offensif de cette équipe d'Iowa State qui joue dans la Big 12. Merci beaucoup, Nico. You're welcome. Ça m'a fait On te plaisir de laisse. t'entendre, Nico. Je t'embrasse. Mais moi aussi. À très vite. On te laisse repartir. Tu seras là, évidemment, pour les prochains épisodes. À plus, Avec Nico. plaisir. Alors, on va parler des joueurs que toi, tu veux suivre, Angelo, cette année. Juste pour être complet sur les équipes dont on parlait tout à l'heure, puisque tu as parlé de Michigan, vraiment le favori cette année, si on devait le citer quand même, c'est les voisins et les ennemis de Michigan State qui ont Ouais. quasiment ramené toute leur équipe de l'année dernière, qui Ouais. avait échoué, qui avait battu Duke, pardon, Ouais. et qui avait échoué ensuite au Final Four. Donc c'était très costaud, Michigan State. Après Kentucky, Kansas, Louisville, à noter, qui fait Ouais. partie des favoris. On peut citer Duke quand même. On peut citer Florida, qui ramène à la fois des joueurs, qui a eu des transferts et qui a bien recruté avec Scotty Lewis, qui a une très grosse cote pour la prochaine draft. Et Ouais. évidemment, on n'oublie pas Gonzaga, le Gonzaga de Kylian Tilly, Oui. qui va avoir une très très grosse équipe, même s'il y a du monde qui est parti sur les lignes arrière. C'est la plus grosse raquette du pays, très probablement. Voilà. Oui. Angelo. Alors, Gonzaga, je les inclurai pas. Je pense qu'ils vont décevoir cette année. Ah ouais, ok, Ouais. intéressant. Ouais, je pense qu'ils vont décevoir cette année pour la simple et bonne raison que d'avoir une très grosse raquette est une chose, mais on sait que dans le tournoi NCAA, ils peuvent potentiellement prendre la foudre et d'avoir une raquette, on va dire, fiable est une très bonne chose sur la durée d'une saison pour glaner un titre de conférence et être très haut classé au sein du tournoi NCAA. Mais la perte au niveau des lignes arrières, je pense qui, pour moi, leur donnerait un peu plus de sécurité pour sortir du chapeau, va leur être dommageable à long terme. C'est mon avis à ce niveau-là, si tu veux. Tu as raison, tu as raison. On dit souvent que pour gagner un titre, il faut une grosse défense et un ou deux gros gardes, quoi. Exactement, exactement. Et donc, le secteur intérieur va être leur force pour ce qui est de confirmer leur statut de grosse cylindrée et de prétendants au titre, hein, parce qu'on ne peut pas leur retirer le fait qu'ils peuvent tout à fait aller au bout. Hein. On sait qu'ils sont tout à fait légitimes. Mais voilà, mon avis personnel, hein, ça ne tient qu'à moi, bien entendu, mais je pense qu'ils seront décevants pour tous ceux qui comptent sur eux pour gagner le titre. Ils seront un petit peu décevants parce qu'ils seront un peu justes en fait au niveau du firepower aux lignes arrière. Voilà. C'est ça. Alors donc, on parlera de Kylian Tilly plus tard dans la section français. Yes. Mais toi, qui est-ce que tu vas suivre au niveau des joueurs avant qu'on parle un peu de ton expérience aussi sur la côte ouest? Bah Rapidement. Alors on va faire ça rapidement, bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'il joue à Oregon State, mais parce qu'il est
quand même particulièrement performant. Hein. C'est rare de voir un joueur avec une production comme Trey Tinkle revenir après avoir fait une année à 20 points, 8 rebonds et presque 4 passes décisives. Donc, c'est obligatoirement, de par la saison qu'il a fait la saison dernière, le joueur qui est prévu, enfin attendu au tournant pour finir Pac-10 Player of the Year. Et encore, tu vois, j'ai les réflexes des anciens temps. Je dis Pac-10, c'est la Pac-12 maintenant. Ouais, c'est la Pac-12, donc meilleur joueur de l'année en Pac-12. Voilà, Donc, j'ai du mal à m'y faire avec Colorado et Utah. oui, c'est les nouveaux. Ça retire ce glamour, tu sais. Mais bon, il est clair, avec une production telle que Tress a eu la saison passée, pour moi, c'est assez épatant parce que ça va être très difficile de faire mieux, en sachant qu'il va être très clairement être dans le viseur des défenses adverses. Et le vrai problème de Oregon State, c'est leur manque de profondeur au niveau du banc. Et donc, ils vont être particulièrement dépendants de la production de leurs 3 joueurs majeurs. Donc, s'ils restent en bonne santé, pourquoi pas créer la surprise, mais s'il y en a un des 3 qui est défaillant, ils vont être dans les problèmes. Par contre, si tout le monde reste en bonne santé, ils peuvent jouer les yeux dans les yeux avec n'importe qui. Donc, Trey Tinkle, c'est number 1 sur ma liste des joueurs que je vais suivre. Ouais. Non pas parce qu'il est à Oregon State, mais parce que voilà, ça va être un candidat très sérieux pour les All-American Team. Tout à fait. Ensuite, je vais suivre très attentivement Sharif O'Neal parce que pour ceux qui ont suivi un petit peu, j'imagine ceux qui suivent les réseaux sociaux comme Overtime et tout ça, ils ont pu suivre un petit peu la progression et l'évolution de Sharif O'Neal, qui est donc le fils de Shaquille. Et on sait qu'il a eu des problèmes cardiaques, on sait qu'il a été opéré, donc on va enfin pouvoir le découvrir en NCAA. Et ça a l'air d'être un bon garçon et j'ai pu suivre un peu son évolution sur les 3 dernières années dans le milieu AAU et high school. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va donner face à une compétition plus relevée. Je pense qu'il a un potentiel pour être professionnel. NBA, pourquoi pas. Professionnel à l'étranger, très clairement. Mais j'espère pour lui qu'il suive les traces de son père et qu'il aille en NBA. Donc, je suis très curieux de savoir comment ça va se passer pour lui. Il a l'air en pleine forme. Il a l'air de ne montrer aucune trace de son opération cardiaque. Donc c'est un joueur que je vais suivre. Et puis, un truc qui est totalement inattendu pour ceux qui vont écouter ce podcast, je vais suivre un petit jeune Canadien qui a une bonne tête et je suis tombé sur lui par tout hasard grâce à la magie des réseaux sociaux. Et il s'appelle Emmanuel Quack. D'accord? Et Okay. c'est une jeune recrue. C'est pas un mec au CV impressionnant. D'ailleurs, il est presque vierge son CV. C'est pas un mec à 4 ou 5 étoiles dans les lignes de recrue. Mais le gamin, il a des belles qualités athlétiques. Il va jouer dans une conférence, c'est la Mountain West Conference, qui a un style de jeu plutôt West Coast, même s'il y a quelques programmes au sein de cette conférence qui ne jouent pas très, très, très rapidement et qui n'est pas à l'image de ce qu'on considère le basket West Coast. Mais ça va être intéressant de voir s'il arrive à s'endurcir physiquement rapidement. Il a eu tout l'été pour le faire et ça ne serait pas étonnant que ce soit une des révélations de l'année pour les freshmen dans la conférence Mountain West. Donc en tout cas, je lui souhaite. Il joue dans quelle fac? Il joue à, si je me souviens bien, New Mexico. New Mexico, ok. Ouais, si je me souviens. Ok. Et ben ça c'est du joueur underground ça. Ah, avec ça, un nom de bière et tout. Mais en fait, la raison pour laquelle il m'intrigue, c'est que son profil physique, quand je vois ses longs segments, je vois en fait le potentiel physique. Et on connaît l'usine qu'est la NCAA, on sait l'expertise qu'ils ont pour mettre du poids, mais du bon poids sur le corps des jeunes athlètes. Et il me fait penser, alors un peu moins grand, mais il me fait penser un peu à un profil à la Banjassi. Il n'est pas aussi athlétique, mais il pourrait très bien se développer comme un ailier arrière un peu slasher, qui court bien, qui finit les contre-attaques, actif au rebond. Donc Banja, lui, c'est un athlète
qui est assez indescriptible, hein. C'est la tête au-dessus du cercle et les dunks spectaculaires. Je ne le vois pas à ce niveau-là, mais c'est dans le profil athlétique où, avec un peu de muscle, il développerait un peu la même morphologie. Et, voilà. En tout cas, moi, il m'intrigue un petit peu, en tout cas de ce que j'ai vu. Et voilà, vu que je suis tombé sur lui, je vais garder un œil dessus. Et ben c'est top d'avoir des avis qui divergent disons de l'opinion générale. Il y a des joueurs évidemment qu'on va suivre par amour de la patrie, on va dire, Bien sûr. par patriotisme et puis parce qu'on les suit depuis un moment. Euh, Romain, je t'ai demandé évidemment de te concentrer sur nos Français qui sont là-bas en NCAA. Alors, il y en a quand même 31 selon le site RealGM. Donc, Et c'est moi, ce qui beaucoup. m'intrigue, c'est que en regardant un petit peu le listing, puisque avant de faire le podcast, j'ai quand même voulu regarder un petit peu le contingent français en NCAA, et en fait, il y a Ouais. quand même beaucoup de grands gabarits. C'est-à-dire, Ouais. je vois des listings de mecs à 2,8 m, 2,13 m. Ils viennent, Ouais. ils viennent d'où tous les gamins là? Ils sortent d'où? Il y a une usine à grand gabarit en France depuis quand? Et elle sort d'où celle-là? Ouais, c'est clair. Mais il y en a peu qui ont des grands rôles. Alors, Romain, déjà, je sais pas de qui tu voulais parler en premier, en fait. Je te Ah laisse bah le moi je vous avais choix. demandé une commande, mais on peut parler de qui vous voulez. Après, pour répondre à ta question, Angelo, il y a quand même un différent phénomène en fait à prendre en compte pour expliquer le fait que tu es de plus en plus de jeunes Français et Françaises. Je reviens toujours un peu sur le basket féminin parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de par ma fonction estivale sur les équipes de France et puis le fait que bah, moi j'ai un petit peu connu les deux baskets pro masculin et féminin. Donc, tu as énormément de gens aujourd'hui, garçons-filles, qui partent pour des raisons diverses et variées. Mais ce qui est surprenant, c'est que tu commences à avoir des profils de joueurs et de joueuses qui partent parfois avant même d'avoir été vus au niveau fédéral, oui, mais vus par des clubs pro. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont partir à 15, 16, 17 ans maintenant en high school ou un peu plus tard sur des prep schools. Et c'est un petit peu ça s'explique de plein de façons. Le fait que peut-être que les gens ne s'y retrouvent pas sur un système scolaire comme on peut l'avoir chez nous en termes de charge de travail où tous les centres de formation n'ont pas nécessairement d'horaire et de travail aménagé. Après, je pense que tu as quand même une partie de gens qui se retrouvent à partir comme bon, les infos que j'ai eues il y a quelques temps sur un jeune joueur qui a un profil intéressant, qui part parce qu'il a deux, trois pseudos agents bidons qui lui mettent la main dessus, parce que les mecs connaissent des gens aux États-Unis, ainsi de suite. Donc tu as aussi des gens qui partent dans Ouais. des galères, c'est-à-dire que c'est comme tout. On a le côté cadré avec un réseau ou avec des camps, comme ton camp par exemple, où les gens peuvent rencontrer les joueurs ou les joueuses peuvent rencontrer des coachs, éventuellement, que ça peut déboucher sur des aventures intéressantes. Mais il y a aussi, comme Mais souvent, Mais une tu sais, en fait, filière c'est très douteuse. bien que tu aies mentionné tout ça. C'est très, très bien parce que, en effet, parfois, il y a un peu des agents véreux qui ont des contacts aux États-Unis et qui s'empressent d'essayer d'influencer les jeunes, de s'engouffrer dans cette brèche, mais ils sont très mal guidés et très mal conseillés parce que la NCAA, et c'est ça qu'il faut comprendre, moi, je suis un grand défenseur du projet professionnel, suivre la formation et la filière française, rentrer dans le système pro et poursuivre une carrière professionnelle, mais également de la filière NCAA. Il faut simplement faire un cas par cas. C'est-à-dire que si tu as un gamin qui déteste l'école, qui est inapte à poursuivre des études de haut niveau, de le forcer ou de l'influencer à aller en NCAA où il ne va pas être éligible et pouvoir continuer à jouer au basket, ce n'est pas judicieux, je trouve, en sachant en plus que s'il est plutôt talentueux et qu'il peut rentrer concrètement dans le milieu professionnel rapidement, il se met dans une meilleure situation, en sachant en plus que maintenant, avec les réseaux sociaux et le global game qui est devenu le basket, avec les scouts du monde entier qui se déplacent pour les compétitions internationales, entre autres, et qui suivent maintenant attentivement tout ce qui se passe dans les pays étrangers et en Europe, c'est pas forcément judicieux de se dire bah, je vais en NCAA juste pour être au plus près des scouts NBA ou autres. Non, c'est pas l'idéal, surtout si l'école n'est pas un centre d'intérêt pour ce jeune-là. Par contre, Totalement. ceux qui ont envie de suivre un double projet de vie,
Et c'est un peu, par exemple, les camps qu'on a montés avec mon associé Dominique Boukassa, c'est dans l'idée de pouvoir favoriser les jeunes qui cherchent un double projet. Pas ceux qui sont forcément des prospects, mais ceux qui sont des bons petits basketteurs et qui veulent continuer à étudier et à se préparer pour l'après-basket. Ça rentre en compte et la NCAA est le projet idéal puisque, comme tu l'as expliqué, en France, il n'y a pas de système académique qui puisse accompagner les jeunes au-delà du bac. Et malheureusement, on sait que le bac, c'est juste le passeport pour l'éducation, mais rien d'autre. Voilà, après, moi, je reste persuadé que la dimension NCA, elle est intéressante pour les vrais prospects. Oui, mais à condition d'avoir un contexte où on sait qu'on va Favorable. jouer. On sait qu'on va jouer. Parce que ça, autant en Europe, c'est difficile quand tu arrives dans une académie quelconque ou un centre de formation de savoir quand tu auras du temps de jeu. Aux États-Unis, si tu arrives avec un statut de prospect, tu sais déjà que ça peut t'ouvrir des portes. Mais si c'est partir pour partir, moi, comme je dis toujours, hein, Oui. et là, je parle des joueurs des joueuses de très haut niveau. Les gens ne deviennent pas bons parce qu'ils sont partis. Ils sont Bien sûr. partis parce qu'ils étaient bons au départ. Exactement. On est d'accord. Et comme tu l'as expliqué, Jalen Horde, quand il est parti à Wake Forest, il était attendu. Il a eu un rôle immédiatement. Il fait one and done. Bye bye. C'est exactement ça le profil que tu mets en avant. Et je suis entièrement d'accord avec toi. La NCAA, c'est très intéressant quand il y a une vision claire. Et le problème, c'est que les gens qui envoient les jeunes aux États-Unis ne les conseillent pas et ne les éduquent pas sur les obligations qui sont les leurs une fois qu'ils rentrent dans le système américain au niveau scolaire. Et aussi qui ne les mettent pas forcément, comme tu l'as dit, dans une situation où ils vont être favorisés par rapport au rôle dans l'équipe, le temps de jeu et tout ça. Donc, ils peuvent vite s'enterrer et être dégoûtés et végéter et en plus revenir après en ayant perdu 1 ou 2 ans. Et malheureusement, il y a ceux qui poussaient derrière au niveau de la filière française qui sont maintenant sur le devant de la scène et c'est difficile de reprendre les devants. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi à ce niveau-là. Et le dernier point, et après on referme le dossier, c'est quand même, il y a un vrai piège à partir sur les JUCO. Parce que, encore une fois, les JUCO, les programmes sont faciles à trouver, faciles à suivre, et on peut facilement se rendre compte de la qualité d'un JUCO. Je dis pas que tout est mauvais au niveau des JUCO, il y a quelques écoles de très bonne qualité, avec des coachs, avec des vrais coachs. Mais moi, j'ai quelques joueuses que j'ai pu avoir qui sont parties sur les programmes de JUCO, des trucs très douteux, et géographiquement parlant, et en termes de Bien sûr. niveau. Et il y Bien a sûr. énormément de gens qui partent dans ces divisions-là, d'une part, Oui, parce que bien sûr. par défaut, qui n'ont pas forcément un profil de haut niveau et qui en viennent entre guillemets jamais, dans le sens où niveau basket, ça n'apportera rien. Bien Partir sûr. pour du JUCO aujourd'hui, c'est très risqué et je reste persuadé que quand on a une équipe de N1 ou de N2 à côté de chez soi et qu'on peut éventuellement s'y développer, c'est parfois mieux quand académiquement on tient la route que de partir sur du JUCO. Mais Tout à après, fait. c'est qu'on a... Tout à fait. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre vis-à-vis du JUCO, c'est que même si on le considère au sein de cet organisme américain, le JUCO est fait et mis en place pour permettre à des jeunes qui ne sont pas au niveau pour entrer dans des institutions à cycle complet de 4 ans, de pouvoir se mettre à niveau scolairement et de transférer leurs crédits scolaires dans les institutions comme ça. Donc, c'est ça aussi, comme tu mets en avant, le manque d'éducation par rapport à ce que représente un JUCO. Ça peut être un vrai bourbier, comme tu l'as dit, et géographiquement, et au niveau du jeu, et à tout ce que tu as mis en avant. Moi, je le déconseille. Le JUCO, je le conseille simplement s'il y a un placement de par un contact déjà établi avec un organisme de 4 ans qui dit « Ok, mets-toi à niveau pendant 1 an, voire 2 au JUCO et tu transfères chez nous par la suite. » Mais une fois de plus, ça doit être un projet de long terme. Partir en JUCO juste dans une optique basket, c'est stupide. On est d'accord. Ouais. Messieurs, merci beaucoup pour cette discussion qui Cette n'était pas digression prévue. même, hein, comme qui dirait. C'est ça. Mais tout ce qui n'est pas prévu est très souvent intéressant. Et ça l'était pour rebondir, continuer sur les Français. Donc toi, Romain, tu as parlé de 2 Français qui, pour le coup, eux, sont installés et ne sont pas dans le cas de ces joueurs qui pourraient jouer en N1 ou quoi et qui ont été influencés. C'est des choix assez clairs qu'ils ont fait et c'est c'était des gros prospects quand ils sont partis. Kylian Tilly et Joël Ayayi, les 2 Frenchies de Gonzaga. Bah alors, dans le cas de Kylian, bon, j'ai mélangé Kylian et Tilly, j'en ai Ouais. fait un Tillian, je m'en excuse s'il nous écoute. Dans le cas de Kylian, bon, c'est un petit peu c'est son barreau d'honneur au niveau universitaire parce que ce sera sa dernière saison.
Bon, il a déclaré l'été dernier et s'est retiré juste avant la deadline pour la raison qu'on connaît. On a eu la chance de pouvoir échanger un petit peu avec lui sur un comment dire, des podcasts de l'été. Donc, un joueur qui, je pense, va attaquer sa saison après un petit pépin physique qui fait qu'il a eu une légère opération. Alors, de ce que j'en ai compris, c'était pas assez grave pour être très inquiétant, mais suffisamment gênant pour nécessiter une petite intervention. Donc voilà, C'était après, encore la cheville ou pas? je n'ai pas le détail et Tu n'as pas le détail. Ok. Voilà, puis je veux bien me garder d'essayer d'inventer une blessure parce que je ne sais pas Oui, précisément ce qu'il a eu. Puis j'ai pas nécessairement cherché à l'avoir, hein. J'avoue, c'est passé ça fait déjà 4-5 semaines, je crois que c'était annoncé et j'ai pas suivi le détail. J'ai juste vu Parce qu'il avait que, été blessé. Donc, excusez-moi d'intervenir, de ce que j'ai compris, c'était un petit nettoyage au niveau du genou. ouais, donc une petite arthro, un truc comme ça, ok. d'où la durée Probablement. d'indispo C'était de niveau 4. genou en tout cas. Ça, il parlait pas aux États-Unis de cheville, hein. Ouais, c'est ça, ça doit Ok. être, c'est ce que j'avais cru comprendre, mais bon, c'est encore une fois, les informations sont sensibles, donc voilà, si tu l'as lu, donc tant mieux. C'est le genre de truc, une arthro, c'est ça, c'est 4 à 6 semaines, c'est un petit nettoyage, c'est rien de méchant, souvent un bout de cartilage ou un bout de ménisque qui se promène, et c'est pas quelque chose de compliqué, et ça n'hypothétique en rien la suite de la saison, donc ouais, une saison sur laquelle il va devoir, je pense, retrouver un petit peu d'une part de rythme, parce qu'il a peu joué l'an dernier, il fait 15 matchs, où il en a fait 36 l'année d'avant. Retrouver un petit peu, quelque part, le standing qui doit être le sien pour un joueur senior, parce que les seniors en NCAA aujourd'hui, avec des ambitions NBA, il n'y en a pas forcément énormément, Mm. surtout des gens qui ont été référencés par le passé. Donc, ça peut être une année, déterminante pour lui pour la suite par rapport à la Grande Ligue. Après, c'est quelqu'un de toute façon qui s'est fixé des objectifs assez hauts, qui est dans un environnement qu'on connaît au niveau sportif, au niveau familial. Donc, je sais que de ce côté-là, il y a pas de souci à se faire, en espérant juste qu'il soit donc Ouais, de toute épargné façon, sur la saison. s'il reste en bonne santé, le C'est ça. titre de meilleur joueur de l'année lui tend les bras, hein. Il faut faut dire les choses très De simplement. sa conférence, je veux dire. Oui, oui, de sa conférence, bien Ouais, de sûr. sa Et Ouais. conf, ouais. s'il est joueur de l'année dans la WCC, il est candidat pour être All-American. Tu comprends? Oui, bien sûr. Il fera partie de la short list des 20 noms qui seront, en plus en tant que senior, qui seront mis en avant pour glaner une place au sein des 3 All-American Teams. Donc, c'est pour ça qu'on lui souhaite vraiment d'être en bonne santé, parce qu'en plus, Gonzaga aura vraiment besoin de lui pour pouvoir concrétiser toutes leurs ambitions, quoi. Sachant que leur ambition, c'est clairement le titre, hein, de toute façon, parce que ça Oui, fait. comme chaque année. Voilà, c'est comme chaque année, hein, c'est bon, en espérant qu'ils se prennent pas les pieds dans le tapis sur le, comment dire, leur tournoi de conférence. Mm. Mais derrière, bon, c'est une équipe qu'on espère voir aller le plus loin possible. Mm. C'est vrai. Ouais, bah, c'est bien que tu mentionnes ça, parce qu'on sait que les Gales de St. Mary's, en plus c'est une université euh, que je suis toujours, parce qu'ils m'ont recruté beaucoup à l'époque, avant que je décide d'annoncer clairement que j'allais m'engager dans une université de la Pac-12. Et eux, ils récupèrent la totalité de leur effectif de la saison passée, mis à part le Ouais, pivot Hunter. Et donc, c'est ça. ils ont cette stabilité et cette cohésion collective qu'on sait sont des vraies plus-values sur une longue saison, et en particulier quand il s'agit d'affronter la March Madness et les tournois de conférence en fin d'année. Donc, ça va être un peu le poil à gratter. Gonzaga est forcément plus talentueux, mais on connaît l'équipe qui revient chez les Girls, donc Mais est-ce que tu penses, Alex, qu'on peut avoir un never again, comme c'est arrivé l'an dernier, le fameux SMS comment Le dire, Kyle Guy. de Cal Guy, voilà, je cherchais son nom, son never again avant le tournoi final. Non, c'est vrai que c'est une Bah, il conférence faudrait qui une est. équipe qui est perdue au premier tour. C'était quand même particulier, Virginia, tu sais. Ouais, Virginia, c'était Ils ont perdu particulier, mais contre le seed 16. Mais c'est vrai que Gonzaga, depuis le temps qu'ils sont revanchards, ce que tu allais dire, je suppose, il serait temps de passer à l'échelon, quoi. mais ouais, est-ce que puis vous pensez que Mark Few il est au niveau de Bennett dans le coaching? C'est pas sûr. Parce que ça. Bennett, je le connais depuis l'époque de Washington State, c'est quand même un sacré phénomène, hein. Même Mais au niveau de l'approche psychologique pour ses joueurs et autres, pour se relever d'une élimination au premier tour en étant number one seed et gagner l'année d'après,
ce qui est entièrement mérité. Mais il faut avoir les ressources mentales et psychologiques pour le faire. Et avec une grosse partie de l'équipe qui revient en plus. C'est-à-dire que tu repars vraiment. Ouais. Quand on a vécu des choses avec des équipes, on sait à quel point c'est difficile. Quand on a vécu des situations comme ça d'échec, d'y refaire face tout de suite, c'est très très compliqué. Surtout chez eux, en fait, où les joueurs sont là pour des cycles, c'est du court moyen terme. C'est encore plus difficile. C'est des choses qui peuvent impacter clairement. Mais là, il y a une très très belle histoire qui s'est écrite. Donc, bon, on va pas comparer ce qui est pas comparable, hein. Là, on parle du tournoi final avec un upset quasi historique. Là, on parle d'une finale de WCC sur un match où on a le droit de se prendre les pieds dans le tapis, surtout face à une équipe de St. Mary's qui avait très très bien joué le coup. Donc c'est autre chose. Mais après, voilà, il y a une quête d'absolu chez Mark Few et pour Gonzaga, où effectivement tout le travail fait depuis quasiment 10-12 ans qu'il est en place, je crois, ou même plus, j'ai plus le... Même plus, hein, parce que tu peux penser aussi à l'époque de Ronny Turiaf. Ouais, Et exact. Adam Morrison. Donc là, ça remonte à presque 20 ans. Hein. Ouais, il y a quasiment 20 ans, parce qu'il était assistant avant, donc lui, c'est quelque chose, c'est plus un objectif, ça devient une quête, quoi, quasiment. Donc ça peut être une belle histoire. Oui. Et donc, il y a les starters, les titulaires, pardon, sur les postes arrière seront probablement des transferts du côté de Gonzaga avec Woolridge et Gilder. Mais Romain, Joël Ayayi a quand même une carte à jouer dedans qui sort d'un beau championnat d'Europe cet été. Ouais, il sort d'un championnat du monde. Championnat du monde, pardon. Il était avec l'U19. Oui. Ouais, il a une carte à jouer et j'ai envie de dire, sans que ce que je vais ajouter soit mal pris, je pense qu'il serait temps parce que quelque part, on sait que ça n'a pas toujours été facile pour lui du côté de Gonzaga. Il a passé une année redshirt ou en tout cas à ne pas jouer. La deuxième saison, ça a été un petit peu la portion congrue pour rester dans les poncifs, où finalement il est à 22 matchs avec moins de 2 points et une passe et 1000 moyenne, donc un petit peu en dessous des standards de ce qu'on pouvait attendre pour quelqu'un qui était à l'époque où il commençait à émerger sur l'équipe de France U16. Et donc qui joue à Pau juste après qui est au centre fédéral, pardon, après son passage à Pau, qu'on attend un petit peu plus haut quelque part. C'est quelqu'un qui est parti tôt, qui avait montré quelques petites choses en National 1, donc à 16-17 ans, il était à 5 points 2 passes ou 5,3 passes de mémoire en NM1, donc c'est quand même intéressant pour un gamin. Et puis, il y a eu cette année sans rythme, il y a eu cette deuxième année où il a peu joué, où on s'est même interrogé certainement savoir si les choses se passaient bien en termes de vie sportive et avec le coach. Quelqu'un qui, pour moi, aujourd'hui, va se retrouver, je dirais, prochainement dans une obligation de prouver des choses. Tout à fait. Parce qu'il faut... Vas-y, Angelo, vas-y. Ouais, tu as mis en avant le fait en plus qu'à Gonzaga, c'est la quête, hein, c'est le Graal. Et à ce niveau-là, Mark Few, il a très très peu de patience. On le connaissait déjà parce que on sait que Gonzaga, malgré le fait que ce soit la WCC, Gonzaga ne se considère pas comme un programme de petite conférence. Pour eux, ils sont high major et s'ils pouvaient transférer dans la Pac-12, ce serait tout aussi bien pour eux si tu vois. Ouais, tout à fait. La perspective que eux ils ont dans l'approche d'une saison. C'est-à-dire qu'ils se disent pas, ok, si on arrive à être number one seed, qu'on fait un final fort, c'est une réussite. Ils se disent que maintenant, vu la réputation qu'ils ont réussi à entretenir depuis maintenant une bonne dizaine d'années, la culture Gonzaga qui est désormais reconnue au niveau national, ils arrivent à recruter presque à la même échelle que les Kentucky, Kansas, Duke. Gonzaga est une destination prisée maintenant des belles recrues. Et donc, à ce niveau-là, Ayayi, je pense qu'il a un peu le syndrome Nilikina. C'est-à-dire qu'il arrive peut-être avec une approche psychologique un peu trop tendre. C'est extrêmement compétitif et concurrentiel à Gonzaga. Et s'il montre le moindre signe de faiblesse ou qu'il y ait un minima fébrile, Few va pas prendre le temps de le ménager et de lui dire bon bah on va faire en sorte que, parce qu'il part du principe qu'il a déjà fait son année redshirt, une année qui est supposée donc lui permettre de s'endurcir physiquement et d'apprendre le système collectif de l'équipe. Et donc en arrivant sur sa deuxième année où, comme tu l'as dit, 22 matchs, des standards statistiques un peu bas,
c'est comme tu le dis, maintenant ou jamais, parce qu'après, il passera au suivant. Hein. Il serait un joueur de complément, une bonne rotation, mais Few va se concentrer sur les nouvelles recrues, potentiellement 5 stars 4, ou 4 étoiles, qui vont eux, avoir le plein de confiance et l'envie de montrer les choses. Et il va aller avec les mecs qui auront le mental et l'abnégation de faire les choses tout de suite sans se poser des questions. Et s'ils végètent, aïe, ils peuvent vite se retrouver au fond du banc, quoi, dans la Doghouse. Exactement, dans la doghouse. Donc, je lui souhaite vraiment de se décomplexer, en fait, de se souvenir de qui il est, de prendre conscience de son talent et de se dire, all right, si je suis là, c'est parce que je mérite ma place. J'ai été recruté ici car ils ont conscience de mon talent. À lui maintenant de le mettre en œuvre. Simplement de se dire qu'il n'a rien à perdre et de se libérer complètement. Et il a une carte à jouer, mais elle sera sur la table. De manière assez courte, quoi. Parce que, comme tu l'as dit, c'est le Graal. Donc, je te donne quelques matchs, mais si tu n'es pas opérationnel dès le début de la saison, I ain't got time for this. Je vais voir avec les mecs qui sont mentalement prêts à le faire. C'est exactement ça. Et puis, Kylian avait été très rassurant par rapport à lui en disant qu'il était optimiste sur sa situation et on l'espère parce que, bon, il a, sur ses sorties, sur les 2 dernières compétitions qu'il a fait avec l'équipe de France, il y avait eu des choses intéressantes, mais ça restait un petit peu up and down quand même. Et il y a des passages à vide qui questionnent. Donc voilà, on va être très, très basique dans l'approche. C'est un joueur français, c'est un prospect. On espère inévitablement pour lui que tout se passe pour le mieux, qu'il réussisse, parce que voir des Français réussir à l'étranger, c'est toujours très bon pour nous et pour notre basket au niveau national. Donc c'est intéressant. Après clairement, et c'est aussi un bon test mental parce que je pense qu'il a plus le temps aujourd'hui. Exactement. Il a plus le temps, c'est now or never. Et la doghouse, elle est au coin de la route du gymnase. Ouais, le coin du gymnase. Mais par contre, on sait aussi qu'en NCAA, 2-3 bons matchs, il prend confiance, il prend un rôle prépondérant au sein de l'équipe. Et après, il est à la même échelle qu'il pourrait être dans la doghouse. Il peut être le mec sur qui Mark Few investit, compte et responsabilise. Donc, c'est now. Allez, toute façon, si t'écoutes, fais-le. De toute façon, là, il est 2000, donc il va arriver il va être dans l'année de ses 20 ans l'an prochain. Ouais. Il lui restera quoi, une année, non, peut-être 2 années. Non, il lui restera 2 ans. 2 années, mais bon, sortir. Après, le problème, c'est quel intérêt pour lui de rester au-delà de l'année prochaine, ça devient compliqué dans le sens où arriver à 21 ans et sortir de fac, c'est par rapport à l'NBA, ça complique un petit peu la donne aussi, quoi. Voilà, après, c'est là où tu revois à la baisse ou que tu réajustes la courbe de tes objectifs parce que il est clair qu'une fois que tu pousses à la 3e année, il faut que tu finisses ton cursus pour obtenir ton diplôme universitaire parce que il est clair qu'un jeune Français ne retournera pas à l'université. Il n'est pas américain, il ne vit pas aux États-Unis, il n'a pas de famille là-bas. Donc, pour revenir après 7-8 ans pour repartir faire des études, je le conçois difficilement. Je ne remets pas en question la volonté des gens, mais l'expérience nous prouve quand même que c'est très peu probable. Donc, à ce moment-là, il faut réajuster et donc partir sur un profil où, en plus, on sait très bien que la NBA, c'est un milieu où c'est le bon moment, la bonne situation, one shining moment. Tu fais le match contre l'adversaire devant les scouts. Ton stock, il est haut, tu te fais drafter et tu rentres dans la brèche parce que tu peux aussi très bien sombrer très rapidement et tomber très bas dans les mock drafts et après, c'est le grind, ça devient trop difficile pour se faire une place. C'est tellement concurrentiel et il y a tellement peu de place, c'est compliqué après. Absolument, One Shining Moment, comme tu disais, c'est le. Ça fera un beau titre, ça. Bah, c'est la chanson de la March Madness. Évidemment. Exactement. Imagine, c'était déjà à l'époque où je jouais, alors. Pour citer d'autres Français assez rapidement, mais qui vont avoir un rôle à jouer, sans dire qu'ils sont des prospects draftables, mais on a Kayulu qui est à Central Arkansas, qui a sorti du 9,5 rebonds en tant que première année, donc un vrai rôle à jouer cette année, tout comme Ouedraogo du côté de Nebraska. Donc 13 points de moyenne au U16, au championnat d'Europe U16 l'année passée. Et le coach de Nebraska, c'est Fred Hoiberg, l'ancien coach de Chicago, d'Iowa State. Donc c'est une vraie opportunité de... Le petit Onaombo, il s'en sort comment à Tulane? C'est sa dernière année. Ouais. C'est sa dernière année pour Onaembo. On a aussi Paul Joko
à Northern Kentucky. Que j'ai côtoyé dans le 3-3 d'ailleurs. Joshua Mbala, qui était à Texas Tech, qui était en finale en fait. Hein. Bon, il jouait pas, mais il était en finale. Et là, qui va à Buffalo, qui est une fac qui était très performante l'année dernière, qui a perdu beaucoup de joueurs, donc il aura sans doute des Qui opportunités. était Buffalo, qui était au tournoi final et qui était, Absolument. j'avais trouvé, sauf faire de ma part, moi je confonds avec une autre fac, Non, mais que c'est celle-là. j'avais trouvé pas mal coaché en plus. Ouais, c'est assez C'était sexy, très ça joue bien, intéressant ouais. ce qu'il faisait. Ouais. Il y avait quelques joueurs un peu improbables, mais c'était très intéressant ce qu'il proposait. Tout à fait. Et ça m'intrigue, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de Yves Ponce. Ah voilà, et j'allais le citer aussi. Yves Ponce, bah, c'est comme pour Ayayi, une année clé où, alors en toute logique, il devrait être titulaire ou pas loin, D'accord. avoir la responsabilité de défendre sur le plus gros joueur adverse, dans une conférence qui ne manque pas de plus gros joueurs adverses. Donc, Dans une conférence qui est la meilleure aux États-Unis, hein, tout simplement. c'est ça. Donc une année où il peut percer. Alors, on dit à chaque fois la même chose avec Yves Ponce, c'est que bah, il faut vraiment qu'il monte des progrès dans le jeu offensif, parce que défensivement, Ouais. c'est ultra solide, hyper athlétique. Enfin, c'est un des meilleurs défenseurs sur l'homme, même quand il s'y met de tout pays, enfin de toute la NCAA, quoi. Donc Surtout qu'ils évidemment, ont ça va être offensivement. je vais te couper, ils ont un début de calendrier. Bon, ils commencent avec ils commencent sur 5 ou 6 matchs à l'extérieur. Mm. Mais il joue que contre des mid-majors, et donc des choses qui sont peut-être accessibles pour lui en termes d'opposition. Il joue UNC Asheville, il joue Murray State, il joue Washington, il joue Alabama State, Tennessee Chattanooga, et après ils reçoivent FSU. Donc ils ont 5 matchs sur la route, mais peut-être face à des équipes où il va pouvoir peut-être s'exprimer un petit peu. Ouais. C'est ça. Et une belle opportunité pour se montrer contre Washington, Washington qui a deux prospects qui sont à peu près à son poste, surtout un, Jaden McDaniels, qui est prévu top 15. Et donc, si Yves Ponce arrive à le museler, ça ne peut que faire du bien à son stock. Et comme tu disais, le Wayne Channing moment peut se trouver là aussi. Angelo. Donc il y a Yves Ponce, et puis on souhaite un bon rétablissement. On a appris aujourd'hui la blessure de Alexis Yetna, qui joue à South Florida. Et ce qui est vraiment dommage, puisque l'année passée, il tournait quasiment en double-double, hein, 12 points, 9 rebonds et demi. Il s'est fait quoi le main Le genou. Le Ah. genou pour Alexis Yetna. Donc saison blanche. 2m3, 105 kg, beau bébé, un peu undersize, comme dirait Nico, mais il a des mains, 37% à 3 points l'année dernière. Enfin voilà, un joueur Après, assez complet, intéressant. la difficulté, c'est que né en 97 quand même. Ouais, Oui, c'est ça. ça. Ouais. Ouais. Bah, ça va être compliqué, Romain, ouais, pour la suite. Romain, tu penses quoi de Olivier Sarr? Parce que super longiligne, hein, un format athlétique qui est prometteur, mais tu penses quoi? Je sais pas, on l'avait reçu ici, j'avais trouvé le joueur intéressant. Après, je pense que la saison dernière, Wake Forest est tellement passé à travers euh, dans les grandes largeurs sur le plan sportif que bah, il s'est montré sur des choses parfois intéressantes. Il devait être de mémoire à 7-8 points et 6 rebonds de moyenne, quelque chose dans ce genre-là, avec une ou deux bonnes sorties. Euh, le problème, moi j'ai le souvenir d'un joueur qui n'était pas forcément grand fan du contact quand il était plus jeune, un mec très intelligent, mais pas forcément grand fan du contact. Je demande à voir comment ça peut évoluer. Est-ce que c'est un prospect NBA aujourd'hui? Il fait 2-13, il bouge bien, il y a des choses. Il y a des choses à faire valoir. Après c'est difficile de le mettre dans une case. Et je suis toujours très, très, très mesuré avec les joueurs de grande taille. Ouais. Parce que en quelques mois, ça peut aller très, très vite, dans un sens comme dans l'autre, euh, pour des raisons physiques. Mais également, c'est très souvent, les joueurs de grande taille sont des gens en psychologie très particulière dans leur développement. Et je pense avant d'être à 24, 25, 26 ans, il est très difficile d'avoir de la stabilité pour les très grands. Mm. Or bien sûr, joueur d'exception.
C'est ça. Ok. Ça peut prendre du temps, effectivement. Angelo, Dis-moi. on ferme un peu la page français. On peut parler rapidement de culture NCAA, puisqu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui vont pas forcément regarder énormément de matchs universitaires. Est-ce que tu peux, toi qui as joué, toi qui le suis encore aujourd'hui, nous vendre un petit peu le championnat? Qu'est-ce qui fait pour toi son intérêt, en fait? Bah, déjà, je pense que ce qui fait son intérêt, c'est que le basket universitaire américain est l'épitome de la culture basket américaine. C'est-à-dire que Je me tout, permets de te couper, parce que là, tu as placé le mot épitome, et je crois qu'on l'avait jamais utilisé sur le Oui, et podcast. c'est d'ailleurs 26 points contre double. Ah, Je vais celui-là, voir il la vaut cher, et je diagonale. te félicite, parce que épitome, c'était pas simple. eh ben, écoute, je suis fier de l'éducation que m'ont inculqué mes parents, donc j'utilise les mots que Bon, je... après c'est d'origine grecque, j'imagine, donc tu prends pas non plus. Alors voilà, c'est. Ah, disons que voilà. Au passage, quand il y a des petits mots, des petits mots érudits, et oui, j'utilise aussi le mot érudit. C'est ma mère qui m'avait appris ce mot il y a longtemps, donc j'aime bien replacer ces petits trucs-là. Donc, mais ça me fait plaisir que tu le remarques. Merci. Donc, comme je disais, donc le basket universitaire américain, c'est l'épitome de la culture du basket aux États-Unis. C'est-à-dire que toutes les qualités mises en avant, la perspective de jeu prônée, qui est faite d'agressivité, d'intensité de tous les instants, dans la communication, c'est ça aussi la grosse différence qu'il y a dans le basket universitaire et dans le basket américain en général, mais particulièrement au niveau universitaire, c'est cette recherche de communication et euh, des joueurs sur le banc qui doivent encourager sur le terrain, dans la réactivité aux consignes des joueurs, dans la mise en place, que ce soit à l'entraînement ou sur le terrain. On demande une intensité et une concentration de tous les instants. Et c'est quand même une grosse claque culturellement parce que j'ai pu en attester cet été avec les jeunes qu'on a ramenés avec les camps TCB, qui eux sont, voilà, il y en avait qui venaient des dom-toms, il y en avait d'autres qui venaient de centres de formation reconnus en France. Et nous, on essaye de leur instiller la culture américaine et de leur montrer aussi hein, ce qu'est attendu ici, quels sont les principes de jeu prônés, et on voit que c'est une vraie claque culturelle. C'est qu'ils s'y attendent pas du tout. Et donc, pour les spectateurs qui ne connaissent pas le basket universitaire américain, ça pulse en fait. Mais il est clair qu'il y a deux styles de jeu prônés. Il y a le jeu particulièrement défensif, contrôlé, parce que contrairement à la NBA où c'est une ligue pour les joueurs, la NCAA est une ligue pour les coachs. Donc, ce sont les coachs qui mettent en avant leur philosophie, leur système, et les joueurs qu'ils recrutent doivent mettre en application cette philosophie ou ce système. Contrairement à la NBA où voilà, les James Harden, Kevin Durant, Steph Curry, et on va continuer à les nommer, prennent le dessus et eux influencent et dictent un petit peu le style de jeu qui sera joué au sein de leur franchise. En NCAA, c'est complètement différent. Les joueurs n'ont pas la main mise sur ce qui se passe. Les Mike Krzyzewski, les Tom Izzo, John Calipari, tous ces noms qui sont mis en avant sont les plus reconnus et connus. Ce sont des institutions en NCAA. Et donc, pour ça que moi, j'apprécie particulièrement le basket West Coast, qui est un basket beaucoup plus délié, de course, run and gun, shoot en première intention, avec une grosse pression défensive et un rythme fou en attaque, que le basket plus East Coast où voilà, il y a cette philosophie du jeu demi-terrain dur, défensif. Mais quoi qu'il arrive, il y a cette intensité qui est commune à peu importe la côte sur laquelle le basket est joué. Et le basket universitaire américain peut être peut-être un peu frustrant par rapport à l'aspect brouillon de temps en temps, mais particulièrement stimulant par rapport à l'engouement populaire, par rapport à ce que représentent les identités des universités, l'image qui se suit. Moi qui suis parti d'Oregon State il y a maintenant presque 15 ans, je suis encore les Beavers et je me considère Beaver. Je déteste Oregon. Tu vois, c'est quelque chose que je garde avec moi et c'est un peu à l'image de ce qu'est le basket universitaire américain. On est fan d'une université, on se l'approprie, on la suit et on la soutient quoi qu'il arrive. Et on ne retrouve pas ça dans le basket professionnel autant, quoi. À part si on est un bénévole de club ou qu'on est fan d'une équipe depuis son plus jeune âge, on n'a pas cet attachement
qu'on va ressentir vis-à-vis du basket universitaire américain. Ouais, c'est une culture à part entière avec son histoire, ses rivalités, etc. Exactement. C'est ça qui Et fait une question, la une richesse. question, une question que je pose comme ça. Je jette le pavé. J'ai un pavé, je le prends, je le jette dans une mare. Allez, plouf. Plouf. Est-ce que tu penses que la NCAA pourrait, à moyen terme, garder son statut de ligue de coach si, par la force des choses, avec ce qui se passe en termes de pression, de demande et autres, les joueurs venaient à être payés? Donc, Ah, on voilà, sait- bien alors, joué, Romain. J'allais lui poser la question. non, mais tu sais, Romain, c'est un mec stratégique. C'est un mec qui connaît le game plan. Il sait les thèmes qui doivent être abordés. On connaît sa qualité de scout. Il faut aussi apprécier sa qualité de stratège. D'accord? Donc, je pense que c'est très intéressant ce que tu poses comme question. On sait que la NCAA a fait une annonce disant qu'ils élaborent un plan pour permettre à la rémunération. Bon, tout ça, c'est pissé dans un violon. Il faut Oui, comprendre mais que ça va pas se mettre en place sauf que rapidement. tu sais, excuse-moi de te couper, Vas-y, vas-y. que c'est en Californie que la loi est passée. Tout à fait. L'État de Californie autorise potentiellement la rémunération des étudiants athlètes aujourd'hui. Tout à fait. Mais c'est pour ça que il faut aussi comprendre, parce que l'annonce a été faite, mais ça en est encore au stade de la réflexion. C'est-à-dire qu'ils vont voter une loi, mais les paramètres ne sont pas définis. Ouais. Donc c'est une avancée très claire, mais ça se joue en Californie. D'ici à ce que ce soit étendu jusqu'à tous les États-Unis et que tout le système universitaire américain suive un règlement commun, il y a encore quelques années qui vont passer. Donc oui, c'est une victoire pour les étudiants athlètes qui vont pouvoir commencer à bénéficier on va dire, du fruit de leur image. Mais de là à ce que ce soit les joueurs qui dictent la philosophie de jeu, l'identité des universités et des programmes, non. Non, ça, je pense que, ouais, si tu veux, vas-y, dis-moi. non, mais je rejoins ta position. Après, je pense, tu sais comme moi comment ça se passe quand l'argent rentre en jeu. La hiérarchie, elle se fait aussi par l'argent. Oui, mais les coachs universitaires sont payés des millions de dollars. C'est-à-dire qu'avant, quand on y pense, combien de mecs comme Zion Williamson en NCAA, combien de mecs avec ce pouvoir de marketing? Il y en a très très peu. Même si tu as des joueurs qui vont avoir un potentiel, qui vont être considérés prospects, et il y a bien entendu un renouvellement permanent chaque année, une nouvelle cuvée de la draft, avec son lot de talent. Certaines cuvées plus ou moins décevantes que d'autres, certaines cuvées plus ou moins exceptionnelles. Donc oui, cette année, par exemple, la draft a été particulièrement exceptionnelle. Il y a Ja Morant, il y a Williamson. OK, il y a pas mal de mecs. Mais ça veut dire que tu peux les compter quand même sur les doigts d'une main. Donc ça ne va pas être, allez, on va être très très généreux. Et on va dire 20 joueurs. 20 joueurs qui sont exceptionnels chaque année. Il y a combien d'équipes universitaires américaines? Il y a combien de conférences aux États-Unis? Ça veut dire que rien que dans la Pac-12, le nom le dit, Pacific 12, il y a 12 équipes. 12 équipes avec 15 joueurs. Et c'est une conférence. Tu multiplies ça par 40. Et en sachant que sur 12 équipes, tu as au grand maximum sur une conférence, tu as quoi? 3-4 joueurs d'exception. Exactement. Une dizaine de joueurs qui seraient plutôt sur un tiers 2, tiers 3. Et le reste, c'est des mecs qui, certains partiront en Europe, et puis le reste, après, ça vivoterait, ça arrêtera de jouer au basket. Bien sûr. Donc, quand tu pars de ce principe, Williamson, toutes les compagnies de sneakers, toutes les grandes compagnies, Nike, Adidas, Under Armour, ils lui ont déroulé le tapis rouge et ils ont essayé de s'attacher ses services. OK. Williamson, on parle de lui à la même échelle qu'on parle de LeBron James quand il est parti, quand il est sorti de NCAA. LeBron James est sorti en quelle année? 2003. C'est là où tu te rends compte que la génétique, c'est quand même super bien foutu, parce que le basket américain arrive en fait finalement tous les 10 ans à peu près par décennie à avoir un phénomène. C'est ce que j'explique un petit peu. Je sais pas, j'ai pas encore lu l'interview, enfin la retranscription, l'entretien que j'ai eu avec Rivers là, par rapport à l'évolution du jeu, à ces choses-là. Mais je disais à Shai quand je dis au téléphone et qu'on discute un petit peu, l'évolution du jeu, elle est dictée par quoi aujourd'hui? Elle est dictée, pardon, j'en bafouille. Elle est dictée par les changements de règlement. Elle est dictée par les idées des coachs, mais elle est surtout dictée par un truc, en NBA notamment, elle est dictée par les joueurs et par le type de joueur qui arrive. Je veux dire, Abdul-Jabbar, en son temps, il a changé le basket, parce que, voilà, il s'est passé des choses au niveau universitaire, au niveau pro, il a changé le basket. Bill Russell, avant lui,
a changé de basket. Will Chamberlain a changé de basket. Steph Et chaque Curry, non? Voilà. Steph Curry à son niveau change des choses aussi parce que Oui. Steph Curry, c'est l'avènement du small ball quelque part, et l'avènement d'un jeu axé sur le tir extérieur encore plus que ça ne pouvait être avant Bien sûr. dans les idées de Daryl Morey, je pense. Donc voilà, chaque génération a son joueur un petit peu de son joueur pivot, non pas pivot dans le sens poste de jeu, mais pivot dans le sens de l'histoire. Et là, quelque part, si Williamson reste en bonne santé, je pense que lui a tous les arguments pour être le joueur des 10-15 ans à venir qui changera les choses à son tour. C'est possible. C'est possible. Voilà. Mais tu vois, une fois de plus, c'est un joueur tous les 10-15 ans. Même Anthony Davis, qui est un joueur exceptionnel, n'aurait pas révolutionné on va dire, dans l'impact marketing et médiatique qu'il puisse avoir. Il n'aurait pas révolutionné la culture en NCAA. Et donc ton raisonnement, Angelo, c'est de dire il y a finalement très peu de joueurs qui pourraient bénéficier de cette image, donc autant leur donner l'occasion d'être rémunérés, c'est ça Non, l'idée, c'est qu'il y a plus que certains joueurs. Je pense que, surtout dans la culture business américaine, et en sachant aussi que les entreprises américaines apprécient particulièrement les profils des sportifs. Parce que quand tu es sportif aux États-Unis, ça veut dire que tu es coachable, que tu es apte de mener à bien un objectif collectif, que tu as l'abnégation de te préparer et d'aller au combat pour affronter un quelconque challenge. Donc, contrairement à la culture européenne, même si celle-ci change de par la mondialisation du business et l'interaction des différentes cultures, aux États-Unis, l'athlète est respecté et prisé au sein des entreprises. Donc, quand tu vois les jeunes athlètes avec un potentiel, et en sachant qu'il y a le merchandising, parce qu'il faut le jouer aussi à l'échelle locale. Quand tu es une star à Ohio State, pendant 4 ans, tu vas être une légende locale, une légende vivante, the big man on campus, et donc il va y avoir toute une perspective où les gens vont acheter ton maillot, vont acheter des posters à ton effigie et autres, et c'est à ce niveau-là que les joueurs peuvent en bénéficier, et ça en touchera beaucoup plus que simplement une certaine élite de 5, 6, 10, 20 joueurs. C'est-à-dire qu'à l'échelle locale, les joueurs pourront bénéficier. Et c'est ça la grande révolution, si tu veux. Ce sera pas Et tu penses que c'est une bonne chose? Oui, je pense que c'est une bonne chose parce que dans l'absolu, pourquoi? Et c'est là où je vais vraiment mettre en avant un argument qui ne va pas forcément parler pour les Français, mais qui va être limpide pour les gens qui sont aux États-Unis. C'est pourquoi est-ce que tous les étudiants, en sachant qu'on est supposé considérer les athlètes étudiants à la même échelle que tout autre étudiant au sein de l'université, on a les mêmes obligations académiques, on a les mêmes obligations comportementales, mais on a un inconvénient, c'est qu'on n'a pas le droit de pouvoir travailler pour payer ses études ou gagner sa vie. Pourquoi tous les autres étudiants de l'université ont la possibilité d'adapter et d'aménager leur emploi du temps pour travailler à mi-temps et gagner leur vie en parallèle de leurs études? Et seuls les athlètes n'auraient pas ce droit-là. C'est là l'argument, c'est que vu que tous les étudiants de l'université sont soumis aux mêmes obligations et aux mêmes règlements et aux mêmes lois, pourquoi est-ce que les athlètes n'auraient pas le droit, à la même échelle que tous les autres étudiants sur un campus universitaire, de pouvoir travailler ou profiter de leur image? Il y a des étudiants qui sont mannequins, il y a des étudiants qui sont acteurs, il y a des étudiants qui sont entrepreneurs, quand bien même ils sont à l'université. Donc, pourquoi est-ce que, en tant qu'étudiant athlète, je n'ai pas le droit de créer ma propre marque de vêtements, de créer une nouvelle application et d'investir dans une nouvelle application et d'avoir une société? On sait que la Silicon Valley est la région mondiale où il y a le plus de startups. Donc, pourquoi est-ce qu'en tant qu'athlète, je n'aurais pas le droit de développer un business? Si j'ai une idée lumineuse, techniquement, je n'ai pas le droit parce que je gagnerai ma vie en étant athlète. Et c'est interdit par le règlement NCAA. Tu vois, donc tout ce qui est droit d'image et pouvoir gagner sa vie, ça doit être révolutionné pour pouvoir, on va dire, homogénéiser, et je finirai là-dessus, pour homogénéiser ces réglementations qui sont quand même injustes quand tu vois les millions et millions et millions de dollars que brassent les grosses cylindrées universitaires. C'est quand même assez dommageable de se dire
qu'on empêche certains étudiants, en sachant très bien que dans la culture sportive américaine, pour la grande majorité d'entre eux, c'est une opportunité pour eux. Ce sont généralement les premiers de leur famille à aller à l'université, ou c'est le moyen pour eux de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, de les condamner à ne réussir que dans le basket au niveau NBA, en sachant qu'ils pourraient très bien commencer à développer leur image et leur marque potentielle, qui est leur marque personnelle, pendant leurs années de joueurs. Et ça n'a rien de dommageable pour ce qui est de l'amateurisme au niveau de la NCAA. Et il faut arrêter aussi cette hypocrisie, parce que les avantages en nature ont toujours existé au sein de la NCAA. Les bribes, comment on appelle ça en français? Les pots de vin. Merci. On appelle ça aussi les sacs de sport Adidas. Oui. Mais donc les pots de vin, bags, dropping bags. Voilà, de manière, tu sais, très subtile. On va pas payer le joueur, mais par contre, son oncle et sa tante vont avoir un job fictif à l'université. Tu vois, il y a plein de choses pour pouvoir s'attirer les faveurs d'un des meilleurs prospects du pays. Ça se fait depuis des générations. On se souvient très bien du film de Shaquille O'Neal et Nick Nolte, Blue Chips. Et ce film, il a 30 ans et ça parlait déjà de la corruption dans la NCAA. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va me la faire à moi en me disant « Mais non, la NCAA, c'est l'amateurisme. » Et on voit après les coachs qui signent des multimillions en prolongation de contrat, les infrastructures NCAA qui feront pâlir n'importe quelle structure d'élite au monde. Je veux dire, une NCAA Division 1 lambda a des infrastructures meilleures que 99,9% des clubs en Europe. C'est pas grossir le trait que de dire ça. Moi, j'ai fait quelques allers-retours aux États-Unis, j'ai pu visiter quelques programmes qui étaient des mid-majors, voire des low-majors à l'époque sur la côte est, dans le nord-est, là, sur ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre. Sur Boston College, c'était UNH, l'université de New Hampshire, qui sont des toutes petites. Enfin, Boston College est une grosse fac, c'est aussi une école de foot, mais UNH, c'est une toute petite fac. J'ai vu des choses il y a 15 ans que je n'ai jamais vues en France en termes de structuration, parce que les moyens sont incomparables. Bien sûr. Ouais. Et tu as coaché en Finlande, tu as coaché en France, tu as voyagé, tu as fait les équipes de France jeunes, tu as visité un peu les différents pays en Europe et même à l'international, au-delà de nos frontières européennes. Tu peux tout de même attester. Moi, j'ai joué à Cal Poly Pomona ma dernière année. C'était une université de Division 2. La salle fait 5000 places. C'est une Division 2. Donc, c'est là où, à un moment donné, il faut comprendre qu'on est dans un autre monde. À Oregon State, maintenant, il y a une salle d'entraînement et une salle de musculation qui fait la superficie d'une salle de basket lambda de Pro A. Mais tu sais, c'est la discussion que j'ai avec un Boulazac, là, quoi, avec un bénévole, quand j'étais sur une journée d'échange entre les abonnés et les joueurs, je ne sais plus trop ce que c'était précisément, puis il me dit « Ah, mais alors, le joueur américain, là, il parlait de Thomas Gibson, là, qu'on a eu sur le podcast il y a quelques temps, qui est lui passé par la Big 12, qui est à Kansas State. Il me dit « Ah, le joueur américain, alors qu'est-ce qu'il en pense de notre salle? Elle est belle, notre salle ?» Et je lui dis « Vous savez, sur votre respect, notre salle, elle fait que 5000 places. » Et il me dit « Mais comment ça ?» Je lui dis « Bah, son université, il y avait plus, et dans la conférence dans laquelle il jouait, dans la Big 12, il y avait des salles qui faisaient le double de la nôtre. » Je lui dis, pour lui, c'est une salle normale. Gill Coliseum, qui est donc la salle de Oregon State, fait moins de 10 000 places. C'est la deuxième plus petite salle de la Pac-12. C'est ça, il faut mettre, enfin, qu'on comprenne bien, je suis pas en train de dire que tout ce qui se fait en NCAA est mieux, c'est pas du tout. Ah non. Je parle juste sur un plan moyen infrastructure. C'est pas comparable. C'est pour ça que souvent, je sais que les coachs n'aiment pas avoir des joueurs rookies. Parce que les joueurs rookies, il faut parfois leur apprendre beaucoup de choses, surtout quand c'est des joueurs qui viennent de mid ou de low major, qui n'ont pas d'habitude de travail. En revanche, le fait d'avoir des rookies, il y a un point positif, c'est que les mecs n'ont pas de mauvaises habitudes, et que quelque part, c'est pour bosser, pour s'entraîner, c'est bien. Après, les mecs ont connu des grosses équipes. Quand ils arrivent chez nous et que parfois ils jouent dans des salles vides ou des choses comme ça, je peux comprendre que le choc culturel soit important. C'est délicat. Voilà pourquoi il faut absolument se mettre devant un écran et regarder les salles universitaires bondées et avec une ambiance incroyable. Et le mieux, c'est évidemment de le regarder avec les commentaires américains, sauf quand elles sont commentées par Alex Biggerstaff. On sent le journaliste qui reprend la main et qui va conclure là. On le sent là. Absolument.
Absolument. Non, mais ce podcast, il est tout en maîtrise. Non, mais ça me plaît. Il... il est tout en maîtrise comme un shoot d'Angelo Tsagarakis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, Angelo. précision, Angelo, quand il part sur la main gauche, c'est plutôt un step back. Je le dis juste comme ça. Hein. Voilà, il est On sent le mec qui l'a targeté. Ça, c'était dans les briefings d'avant-match. Je l'ai joué une fois ou deux. C'est son âme de scout qui prend le dessus. Il peut pas s'en empêcher. C'était dans les briefings d'avant-match. Merci beaucoup, Angelo. Tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Passez une très bonne soirée. Merci à toi. Romain aussi, tu reviens quand tu veux. Ouais, bah, je vais aller dormir là, plutôt, parce qu'on est à 14 matchs en un mois et demi. Là, voilà, je vais aller dormir. Moi. C'est ça. Évidemment, on souhaite tout le meilleur aux Sharks pour les matchs à venir. Et puis nous, on se retrouve dans quelques secondes pour la partie 2 avec Ben, Alan et Manu qui vont nous parler des plus gros freshmen à suivre pour cette saison à venir et donc des gros noms de la prochaine draft 2020. Merci à tous et à tout bientôt.